ça fait une excellente introduction à notre panel parce qu'au début, nous avons pensé mettre surtout les personnes de nos partenaires stratégiques, de la DOSPLI, de l'INES et de l'unité soutien pour donner cette vision d'en haut. Mais on a ajouté deux de nos partenaires stratégiques aussi qui ont plus une vision proche du terrain. Donc on aimerait voir dans la discussion sortir cette vision d'en haut, mais aussi ce qui vient de la base. Il nous fait vraiment un grand plaisir d'accueillir Dr Antoine Roux, qui est le directeur de l'organisation de services de première ligne intégrée au M3S, le DOSPLI. Il a été une alliée très très forte pour nous en réseau 1 et toujours nous avait aidé dans nos démarches. Denis Roy est le vice-président de sciences et gouvernance clinique de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. Et lui aussi, il nous a beaucoup encouragé et guidé dans notre démarche. Marie-Dominique Beaulieu, vous connaissez, directrice générale et scientifique de l'unité soutien de la stratégie de recherche axée sur le patient du Québec, et une médecine de famille de formation aussi, comme Andrew et de Leroy. Donc, vraiment, ils ont aussi cette vue de terrain. Maxime Dumas-Pilon est la présidente du Collège québécois du médecin de famille et aussi une collègue au travail, donc quelqu'un qui a principalement un point de vue de clinicien, mais qui amène aussi un intérêt pour la recherche. Et finalement, Dr Alain Turcotte, directeur adjoint de la direction de planification et de régionalisation de l'FMOQ. Nous avons demandé de présenter à la fois peut-être leur vision de l'or, d'où ils se situent dans leur organisation, mais aussi peut-être de nourrir aussi avec leur expérience particulière et leur point de vue particulier. Donc, on avait demandé d'adresser comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour créer un système apprenant en première ligne. Quels sont les enjeux qui sont mis en place en ce moment? Comment est-ce qu'on peut agir ensemble? Donc, on va commencer par 8-9 minutes chacun, commençant par Dr. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien si je parle comme ça? Oui, ça va. Écoutez, vous avez compris que c'est pas moi qui aurai les meilleures idées. Je pense que c'est clair. Si je commence à parler, c'est plus stratosphérique. Fort heureusement, j'ai encore réussi à garder une pratique clinique terrain le soir et les week-ends. Ça fonctionne? Je sais pas si c'est un microphone. Non, je pense non. Voilà. Est-ce que je parle assez fort? Vous m'entendez jusqu'en arrière? C'est bon? Oui. Super. Alors, je vous traduis quand même quelques idées du ministère et quelques idées de vision qui permettront peut-être de façon très macroscopique de voir un peu où on loge là-dedans. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la place du ministère, notamment aux IRSC sur la stratégie de la recherche, c'est peut-être déjà pas une bonne idée. Docteur Barrette. OK. Alors, ça fait bien, ça va nous réveiller après le post-prandial. Première chose, le ministère est très impliqué avec les IRSC et la stratégie de recherche axée sur les patients. J'occupe depuis peu une place assez stratégique sur cette fonction de STRAP des IRSC, où je siège dorénavant sur le comité de direction, et l'implication et l'approche qui a été faite par les IRSC était vraiment tournée vers le ministère. Alors, ça vous montre déjà les fonds très stratosphériques, donc pas nécessairement pour les bonnes idées, mais probablement pour catalyser les bonnes idées qui, elles, proviennent de la base et du terrain. Alors, la stratégie de recherche axée sur les patients, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer longuement aux gens ici. En gros, et c'est peut-être un des messages forts à passer, et c'est probablement le seul en lien avec la lecture qu'on en fait. On oublie parfois à travers cette grande stratégie qui vise à amener à travailler ensemble des patients, des chercheurs, des cliniciens, des décideurs, des gestionnaires. On oublie en arrière de ça que l'objectif ultime, c'est pas seulement de faire travailler ces gens-là ensemble, ce qu'on commençait à devenir bon à faire presque naturellement et peut-être même avant l'arrivée de la SRAP, mais c'est vraiment de transformer des pratiques, de changer, d'apporter des bienfaits, de changer réellement les choses, des pratiques cliniques, mais aussi des pratiques organisationnelles. Tout ça très fortement orienté, vous l'aurez compris dans le nom, chez nos patients, des questions de patients, des besoins de patients vers lesquels on doit se tourner de plus en plus. C'est une approche beaucoup moins paternaliste que celle qu'on a connue historiquement dans l'histoire de la médecine, et c'est probablement tant mieux.
C'est aussi une approche qui se veut s'appuyer fortement sur une littérature abondante, sur des données solides, des données crédibles, des données cliniques, des données populationnelles, mais aussi des données organisationnelles, qu'on appelle des données administratives. Pour le ministère, il devient donc de plus en plus clair que la SRAP devient, et c'est un peu ce que le ministre Barrette veut en faire, je sais que c'est un mot, deux mots tabous, là, bon, peut-être un mot tabou, Barrette, mais reste que, je pense que là-dessus, on a maintenant un fidèle allié quand on veut faire de la SRAP le backbone de la première ligne. C'est vraiment un terme qui est utilisé en ce moment, qui devient à la mode, on va faire une espèce de colonne vertébrale des transformations qui sont en cours en première ligne. Je dirais que c'est un peu tard, ça aurait été bien de faire la stratégie avant, prévoir la réforme puis la faire après. Là, on fait la réforme puis on va l'asseoir sur les données probantes. C'est un peu à l'envers du bon sens, mais dans les faits, je pense que l'intention, elle, reste noble. Et vous allez voir qu'il y a des gestes concrets qui suivent avec ça. Des investissements significatifs. Le ministre s'est engagé à mettre jusqu'à 4 millions de dollars sur les 5 prochaines années en argent neuf dans ces projets qui s'articuleront autour de la SRAP. Différents projets sont actuellement déjà financés par le ministère, notamment projet Reflet, projet Compas, dont vous entendrez peut-être parler ou avez déjà entendu parler, notamment Reflet ce matin qui a fait l'objet d'une présentation, mais aussi des investissements in-kind, des dossiers médicaux électroniques dans les établissements, la lettre d'entente 250 qui soutient la recherche, le programme clinicien érudit, et aussi, de plus en plus, les conseillers en amélioration continue de la qualité, qui sont de nouveaux professionnels qui intégreront les GMFU UMF du Québec à compter d'avril prochain. Alors, ça deviendra, en particulier en lien avec l'activité des rappels, des individus extrêmement importants et qui sont financés de façon privilégiée et déterminée par le ministère. Nous en sommes d'ailleurs très fiers. L'unité soutien, dans laquelle on joue évidemment un rôle clé, parmi un ensemble d'autres partenaires pour faire cette recherche réellement à 4 partenaires, en impliquant vraiment des décideurs, des gestionnaires et pas seulement en s'intéressant distraitement aux intérêts et aux questions les intéressant. C'est aussi, vous comprendrez, ce développement, une occasion pour le ministère extraordinaire de pouvoir pousser fort sur cet accès à des données. On a des banques de données, on en parlait ce midi, on a au Québec, on jouit d'une banque de données administratives et de données de plusieurs ordres excessivement riches dont on fait l'envie à travers le monde, mais on en fait aussi la risée par nos difficultés à accéder à ces données. Alors, vous direz que c'est un enjeu de la qualité du défaut, le défaut de la qualité, mais on a ici une opportunité extraordinaire de changer un peu la donne. Je crois que l'évolution dans la pensée de la population nous amène maintenant dans une dynamique différente et je suis persuadé que cette stratégie sera extrêmement porteuse là-dedans. On a décidé de miser fort sur la première ligne au ministère. C'est un défi en soi. C'est beaucoup plus complexe, la première ligne. C'est un peu, qu'est-ce que c'est une ligne d'abord? C'est un peu foireux, c'est une complexité, mais en même temps, vous le savez, quand on est dans la complexité, c'est souvent une opportunité qui s'en dégage. Et on a l'opportunité de faire des choses différentes, de faire des choses innovantes, des choses différentes à tous les égards. Et j'espère que nous le ferons. Les grandes orientations qui vont nous guider sont celles surtout d'améliorer la pratique interprofessionnelle. On parle beaucoup des GMF ces jours-ci, d'arrivée des travailleurs sociaux. Alors, ce sont des questions qui intéresseront beaucoup le ministère. Toute la question des trajectoires patients, justement, quand on parle de lignes qui ne veulent rien dire, pour un patient, il commence à avoir un service, il va avoir un service en première, en deuxième, en troisième, et il va revenir en première ligne. Pour lui, c'est un même service, c'est un problème de santé qui l'amène à se promener à travers le réseau. Alors, c'est important qu'on trouve des façons de permettre aux patients de circuler de façon plus fluide là-dedans. Tout le côté de la réflexivité, je n'ai pas besoin de vous dire que la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui, au-delà de Réseau 1, pour lequel je suis très, très engagé, comme le disait Jenny, la question de la réflexivité et de la possibilité de redonner aux cliniciens des informations qui leur permettent de faire différemment, d'améliorer, d'adapter leur pratique et de le faire en se centrant sur la lecture qu'en font les patients est excessivement important. Et j'ajoute une touche en lien avec toute la question de l'empowerment des patients, tout l'auto-soin, la capacité des patients d'accroître leur littératie en santé est aussi une préoccupation grande de notre ministre dans cet exercice-là. Réseau 1 Québec dans tout ça, clairement, vous le savez, produire de la recherche, transférer de la connaissance, réduire les écarts de pratique, des choses qui ont été déjà nommées aujourd'hui. Mais il y a tout un rôle, je crois, dans celui de fédérer et d'animer tout le réseau des rappels, des GMFU et des gens qui se trouvent notamment avec les conseillers en amélioration continue de qualité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça en fait aussi un partenaire clé de l'unité soutien et j'imagine que Marie-Dominique vous en parlera davantage. Et ça, c'est pas à négliger. Le Réseau 1 Québec est un réseau qui fait partie d'un plus grand réseau canadien qui s'appelle ISPLI
Et il y a là une opportunité de rayonnement et à la fois de s'approprier des choses extraordinaires qui se font ailleurs qu'au Québec. Et ça, c'est pas un réflexe qu'on a au Québec. C'est pas parce qu'ailleurs c'est en anglais que c'est pas bon. On l'a vu ce matin avec Dr. Ivers, il parle en anglais puis pourtant il dit des choses extraordinaires. Donc il faut arrêter de se fermer à tout ça. Vous avez compris que je rigole. Mais non, pas sur le fait qu'il disait des choses extraordinaires. Tout ça s'appuie sur quelques conditions de succès que je nomme à la volée. Le véritable partenariat à quatre, il est essentiel. Dire qu'on veut faire ça avec les patients, c'est une chose, de faire, c'en est une autre. Je compte fort sur l'unité soutien pour être capable de nous aider, cliniciens, décideurs, chercheurs, à faire mieux en matière d'implication patient. S'assurer aussi que nous serons capables de clarifier les liens qui existent entre les différents partenaires de la stratégie de recherche, que ce soit les universités, les instituts, Réseau 1 Québec notamment, l'unité, le ministère, qui fera quoi, comment est-ce qu'on fera ce partenariat et quels seront les rôles, un peu comme on le fait en interprofessionnalisme, hein, les rôles qui sont très spécifiques aux uns aux autres et ceux qui se chevauchent et comment on partage ces zones de chevauchement. L'accès aux données, je le mets au cœur de l'envisagement du succès que nous avons là-dessus, des conditions de succès. Il faudra impérativement qu'on travaille à ça, je vous l'ai dit. Maximiser l'effet levier aussi que l'unité et réseau pourront faire avec des fonds que le ministère met de l'avant, mais que je l'espère d'autres partenaires éventuellement mettront aussi de l'avant. Et je termine en parlant de l'importance, en particulier pour des décideurs et le ministère, de s'assurer que nous aurons des objectifs clairs, des résultats clairs qui seront aussi mesurables et mesurés dans une approche itérative. Hein, un beau projet lancé pour 5 ans, quand on est dans le monde de décision dans lequel je baigne en ce moment, quelque chose qui arrive après 5 ans qu'on se soit posé la question, ça fait déjà très longtemps que ce n'est plus une question qu'on se pose. Alors il y a tout un enjeu de réactivité qu'on doit greffer à une culture qui n'est pas nécessairement celle d'avoir cette approche itérative de partager. Ce pas mes données finales, mais elles sont intéressantes, elles nous amènent sur telle piste. Ce volet-là va vraiment devoir permettre de transformer un peu la recherche si on veut créer cette alliance forte que nous espérons tous. Pour, ultimement, je vous l'ai dit d'entrée de jeu et je termine là-dessus, transformer réellement les pratiques cliniques et organisationnelles. Merci. Alors, Dr. Barrett, s'il vous plaît, restez silencieux. J'aborderai peut-être la communication, 17 à 8 minutes, sur l'interpellation de Sandra ce matin, qui nous parlait de construire le cercle avec le patient au centre de gravité. C'est quoi ce cercle-là? Puis moi, c'est vraiment une question, c'est cette idée du réseau, cette idée de construire des connexions dans un univers, et la première ligne est peut-être l'un des univers les plus exigeants à ce niveau-là, parce que c'est un univers par sa nature qui est fragmenté, plusieurs petites unités organisationnelles dispersées partout, qui n'ont pas de tradition de se parler, et même au niveau de la recherche, une assez grande diversité d'instances, mais des efforts prometteurs, et bien sûr Réseau 1, et je crois les rappels, qui sont des acteurs clés, soutient qu'il y a au Québec la particularité de travailler de façon plus particulière sur la recherche en première ligne, et il y a véritablement là une opportunité. Comment réaliser son plein potentiel, c'est un peu la question du jour d'une certaine manière. Alors je vais l'aborder sous l'angle de bord de mon premier métier qui a été la médecine de famille, mais aussi mon actuel métier qui est un métier de médecine communautaire ou de politique publique favorable à la santé. Et ce matin, le grand message, puis c'est un message moi, qui m'évite beaucoup, c'est l'importance de la mesure. La mesure, la mesure, la mesure. Mesurer ce qui compte, mesurer ce qui peut être compté. Mesurer la qualité de ce qu'on fait, c'est beaucoup ça qui a été présenté ce matin. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous précèdent et qui nous succèdent. Et si on ne mesure que ce qu'on fait, on va être comme le monsieur qui cherche ses clés sous le lampadaire et on risque de ne pas les trouver. En tout cas, certainement pas la clé pour le patient. Et il y en a un piège, et moi je suis assez persuadé que le développement critique de notre période, c'est d'apprendre à lire les trajectoires ou les parcours de soins longitudinaux, et ce que les patients nous disent, c'est oui, c'est bien les parcours de soins, mais en réalité, il faudrait comprendre des parcours de soins qui ont un impact favorable sur notre parcours de vie. Et ça, c'est assez profond comme interpellation. Ça nous amène aux déterminants de la santé, ça nous amène aux enjeux d'équité, et ça nous amène à toute la question de l'intersectorialité.
Et là, à un moment donné, qui trop embrasse peut mal étreindre, mais il y a quand même là quelque chose qui est un message fort, je crois, de toute la recherche et de l'excellence clinique dans la première ligne actuellement, c'est qu'elle se centre sur le patient et elle considère le parcours à travers différentes étapes. La première ligne a une responsabilité exclusive là-dedans, mais elle n'est pas la seule à pouvoir contribuer. Et le thème de la séance du panel, c'est le système apprenant. Alors, à mes yeux, le système apprenant doit miser sur une première ligne forte. Starfield l'a démontré, elle a rappelé les différentes contributions distinctives de la première ligne, porte d'entrée, plaque tournante de l'accès, amélioration de sa propre qualité de ce qu'elle livre, mais aussi une réflexion de plus en plus, et M. le ministre nous le rappelle, puis Antoine va avoir à gérer ça. Il y a de plus en plus d'assurance de la qualité. Est-ce que tes patients sont inscrits? Est-ce qu'ils ont accès en temps opportun? C'est quoi ton taux d'assiduité? Donc, on n'est pas uniquement dans le quality improvement, on est dans la quality assurance, puis la reddition de compte. Et ces distinctions-là vont devenir de plus en plus importantes. Une collaboration puis une place exclusive de la recherche, une responsabilité de former la prochaine génération. Et je crois, puis avec les DRMG, puis peut-être les collègues voudront reprendre ça, mais la première ligne va être de plus en plus partenaire de la gouvernance du système. Système qui est gros, avec des grandes instances territoriales, mais ça, c'est une idée forte et c'est un potentiel extrêmement riche du système québécois. Donc, la première ligne apprenante, tout ça va être une condition nécessaire, mais non suffisante. Et je voudrais peut-être, à ce stade-ci, parler un peu du rôle de l'INES et de comment nous, on voit comment on pourrait mieux appuyer ce travail-là et quelle pourrait être notre contribution distinctive à nous aussi. Historiquement, vous les connaissez, on publie des guides d'utilisation, beaucoup sur le médicament. Plus récemment, puis merci Antoine de ta confiance, on a porté les responsabilités en appui à la pratique réflexive qu'on ont été présentées. On a aussi des discussions sur la prévention clinique, qui est un domaine qui est assez, lui aussi, fragmenté, éclaté. Tout le monde publie des lignes directrices en ces matières. On n'est pas tout à fait attaché. La dépistologie, qui est un secteur aussi qui est, je crois, négligé, et les pratiques sont récentes. Mais j'espère que l'INES, de plus en plus, pourra travailler à formaliser des standards de pratique sur les trajectoires de soins en première ligne, notamment autour des maladies chroniques et sur les grands facteurs de comorbidité, dont les troubles de santé mentale. Et je l'espère aussi, puis on travaille activement, c'est présentement ma principale attente signifiée à l'INES, c'est de s'organiser pour qu'on ait accès aux flux de données dont tu parlais tantôt. On progresse bien et je suis confiant qu'on va avoir à assez court terme une capacité d'appuyer toutes sortes d'efforts de recherche autour de l'excellence clinique. L'excellence clinique, pour moi, c'est la capacité de générer le plus de santé et la meilleure expérience de soins possible au meilleur coût possible. La dimension des coûts, on ne peut pas en faire abstraction. Ce n'est pas une tradition forte de la première ligne de se préoccuper beaucoup des coûts qu'elle génère ou qu'elle génère dans le système. Je crois que cette ère-là s'achève et que la première ligne, de plus en plus, devra se rendre imputable des coûts qu'elle génère et de l'appropriateness de l'utilisation des services. Et je terminerai donc avec quelques éléments de prospective. Il y en a trois, selon moi. Le premier, c'est que la première ligne doit poursuivre ses efforts qu'elle a bien amorcés de continuer à s'améliorer. Et là, le potentiel du DME, mesurer les choses qui sont importantes, notamment les paramètres de qualité, ce qu'on fait, mieux le faire et vraiment pas lâcher ça. Et l'expérience des collègues ontariens était assez illustrative de ce volet-là, pour lequel moi j'ai énormément de respect, mais encore une fois, c'est un bout du parcours, c'est pas le parcours. Alors si on se centre uniquement sur notre lampadaire, puis on va améliorer ce qu'on voit en dessous du lampadaire. Il va falloir qu'on éclaire davantage, et c'est pour ça que la deuxième interpellation, le deuxième élément de perspective à mes yeux, c'est de construire le système intégré apprenant dont on sera parti en première ligne, mais qui va être de plus en plus un système territorial intégré. Peut-être qu'il y aura une autre réforme avec de nouveaux acronymes à apprendre pour nos patients et nos partenaires, mais je crois comprendre que les CIS et les CIUS vont faire un petit bout. Ça va être assez dur de défaire celui-là parce que
dans la littérature sur les politiques publiques de santé, c'est en gros le nirvana gaga, quand on arrive à l'intégration de toutes ces missions pour une population définie, pour des effectifs de population qui avoisinent le 300, 400, 500 000 de population, sont des stratégies assez robustes pour inscrire une politique de santé globale, efficace. Donc, je ne crois pas qu'on change ça rapidement, mais il faut apprendre à faire marcher ça, et ça reste un grand défi. Et le troisième, donc, au-delà de ce système intégré apprenant et d'une première ligne qui continue à s'améliorer et d'éclairer bien ce qu'elle voit sous son lampadaire, il y aura l'effort à poursuivre, je crois, à accélérer autour de l'empowerment patient comme partenaire du changement. Il y a une dimension transformationnelle à la part du patient. On commence à le percevoir de plus en plus. Hier, le conseil d'administration de l'INES a autorisé la recommandation qu'on lui faisait d'avoir 16 nouveaux patients dans nos instances, 2 sur le conseil scientifique et 2 dans chacun des 7 comités d'excellence clinique qu'on crée. Alors, on le joue sérieusement, on l'essaye pour vrai. On va les sélectionner avec de la formation une fois qu'ils auront accepté de s'embarquer avec nous, et on va les soutenir activement avec des professionnels dédiés pour vraiment essayer d'actualiser le potentiel de cette transformation. Je crois qu'il y a un espace d'engagement encore plus considérable que celui qui a été exploré jusqu'à maintenant au sein même des cliniques de première ligne. Je suis sûr que dans les prochaines années, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Et je crois qu'il faudrait, ce sera ma dernière piste d'intervention ici, je crois qu'il serait important, sinon essentiel, d'apprendre à mesurer ce qui est important pour le patient. Ça peut être sa glycémie, mais je crois, comme certains l'ont mentionné aujourd'hui, dont Dr. Evers, qu'il faudrait mesurer les fonctionnalités, les patient-related outcomes qui comptent pour le patient, et de faire que ce soit aussi des sites d'amélioration de ce qu'on fait. Et ça, actuellement, sur le radar, je ne le vois pas. Ce n'est pas dans l'agenda de personne, mais peut-être que des partenariats qu'on pourrait vouloir accélérer autour de ça. Je m'excuse, j'ai probablement trop parlé, mais je tenais à vous dire tout ça. Allez. Oui, je vais me lever, mais je peux parler sans mes diapos pour commencer. Alors, c'est juste la dernière ou l'avant-dernière que je peux vraiment vous montrer si jamais on me l'a dit. Car comme vous avez vu, je cherchais frénétiquement ma clé USB dans mon sac à main quand on a commencé. Donc, c'est pas grave, c'est juste le dernier. Si jamais ça marche pas, vous mimerez mon dessin. Donc, écoutez, merci. Et puis, c'est vraiment ce qu'on entend, je pense. Oui, comme ça, c'est bon. Alors, voilà, la recherche, je suis contente. Je vais vous parler de l'unité soutien dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, mon plan, c'est de vous dire un peu ce que c'est quand même, parce qu'on aura beau dire que, comme je vous dis, si ça ne marche pas, on ne s'énerve pas, je suis capable de parler sans mes diapos. Comme j'ai un petit dessin, on fera sans le dessin, si jamais ça ne marche pas. Donc, vous parlez de ce que c'est quand même, parce que c'est un peu nouveau, puis de l'expliquer très brièvement, de partager sur, bien sûr, le thème du système de santé apprenant et comment l'unité peut effectivement peut vous donner des exemples, comment on peut aider. On travaille beaucoup avec Réseau 1, donc concrètement, vous dire un peu où on s'en va. Et puis moi aussi, partager une certaine réflexion. Je voudrais déjà, on dit souvent qu'on peut commencer avec la conclusion. Ce sentiment de grandes opportunités, de grandes convergences, j'avais ce sentiment-là depuis le début, mais vous avez raison, Dr. Cossette, il faut converger sans se mêler. Et c'est un défi des fois. Bref, l'unité soutien. Donc, l'unité soutien, OK, t'es-tu sur ma clé? Oui. OK, il faut que j'aille, parce que ça va être terrible. Voici support PPT. Il ne faut pas toucher. C'est support PPT, c'est réseau 1, ça va être très facile. On va trouver réseau 1, en principe, c'est par oui, c'est ça. Bref. Alors, l'unité soutien. L'unité soutien s'inscrit dans une grande stratégie dont Antoine Roux a parlé, qui est la stratégie de recherche axée sur le patient. J'ai juste 8 minutes, je ne commencerai pas à vous faire un tour là-dessus. Là. Et bien sûr, c'est un programme, dans le fond, c'est une stratégie des instituts de recherche en santé du Canada. Et le Québec a donc son unité pour soutenir cette transformation dans la recherche et cette recherche qui se veut une recherche appliquée, de la recherche tout de même, mais qui
qui travaille avec les parties prenantes et les patients sur des priorités et puis des questions qui sont importantes pour eux, les usagers et leurs proches. Donc, la mission de l'unité soutien du Québec, c'est de transformer les pratiques cliniques et organisationnelles en soins et services de première ligne pour, bien sûr, avoir des impacts mesurables sur la santé des gens, mais par la recherche axée sur le patient. On n'est pas là pour faire fonctionner le système de santé, on est là par la recherche, mais pour produire des améliorations. Et donc, c'est notre mandat. L'unité ne gère pas des fonds, on ne fait pas des concours. Là. Alors, la façon avec laquelle on fait ça, c'est de trois manières, si vous voyez. Là, mais notre mission, en fait, c'est de répondre aux besoins des chercheurs, des cliniciens, des gestionnaires, des décideurs et de notre réseau là, pour réaliser des projets de recherche axés sur le patient et aussi le transfert des connaissances, favoriser le transfert des connaissances. On va faire ça de trois façons. On est jeune, hein? La photo que vous voyez tantôt, c'est 1 an. On a été lancé il y a 1 an. Donc, vraiment beaucoup d'investissements pour développer la capacité de recherche, les méthodes de recherche, la capacité d'engager les patients, l'accès aux données, donc en collaboration avec bien sûr, les chercheurs et puis le terrain. Appuyer les chercheurs, mais aussi on peut voir, et ça va être un défi, comment on appuie des groupes de patients ou des décideurs à développer un projet pour l'amener à être un projet de recherche. C'est dans nos missions de l'unité soutien. Puis on se voit aussi une mission de réseautage sur des grandes priorités de recherche pour voir si en mettant les gens ensemble, on peut faire émerger de meilleures recherches. Donc ça, c'est notre mission. C'est la recherche. On retient que Michel Griveux a dit que s'associer avec des chercheurs quand on est clinicien, c'est toujours bon parce qu'ils ont un peu de temps pour essayer de collecter des données pour nous organiser. Donc, j'avais retenu ça, Michel, quand j'avais dit ça. Donc, je pense que la recherche peut aider aussi, même si ça semble des fois ésotérique, de façon très pragmatique à s'organiser. L'unité, elle est fonctionnellement, là, elle est dans toutes les universités, dans nos universités. Et donc, d'abord, il y a toute une stratégie d'engagement, de partenariat avec les patients et le public en recherche. On a décidé de ne pas appeler ça l'engagement des patients, parce qu'on était beaucoup dans le patient-centered encore, puis on a vraiment voulu parler du partenariat. Et on a une stratégie où on intègre les patients dans nos groupes de travail, mais où on aide les chercheurs à intégrer des patients dans leurs projets. D'accord? Ça, c'est une des choses importantes. Et ensuite, dans des développements sur l'accès aux données, donc on travaille sur les DME beaucoup en particulier. C'est à Sherbrooke qu'on s'occupe de ça, c'est Alain Vanache qui est responsable avec Jean-François Etier. Des développements méthodologiques, les fameux PROM, là, Patient Reported Outcome Measure, c'est des développements méthodologiques, ça, se demander comment on peut mesurer mieux certaines choses. Alors on a donc, on est là aussi pour supporter les développements méthodologiques, c'est l'équipe de McGill qui en est responsable pour le Québec, Pierre Puy. La recherche en contexte réel, et puis donc les essais cliniques, la recherche évaluative et tout le transfert des connaissances. La recherche évaluative, c'est à l'Université de Montréal, et puis le transfert des connaissances à l'Université Laval. Et on a, bien sûr, un élément de développement professionnel. Mais je ne veux pas rentrer, le but, ce n'est pas de vous parler de l'unité comme telle, mais c'est d'arriver de faire le lien avec le système de santé apprenant. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on pense qu'on peut faire ensemble? Le système de santé apprenant, donc, évidemment, j'amène la recherche finalement, puis vous posiez un peu la question, Dr. Cossette, dans l'introduction du panel. Il y a la partie de l'évaluation que tout réseau doit faire, mais il y a la partie de production de connaissances. Le système de santé apprenant, je pense, je ne suis pas la seule, c'est que ça va au-delà, bien sûr, que d'être de la pratique réflexive ou un regard sur sa pratique ou de l'évaluation de la qualité. Le système de santé apprenant, là, quand on s'y met vraiment, puis qu'on lit ça, honnêtement, d'abord, c'est passionnant, puis c'est là qu'on voit comment on peut faire énormément de choses. C'est bien sûr les données. Comme disait Denis, ça prend des données, il faut se mesurer, mais c'est d'apprendre des données recueillies par l'activité clinique et administrative, d'où l'importance des banques de données et des DME, là, ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, pour qu'on puisse apprendre de ce qu'on fait. C'est la mesure de développement de résultats, donc on en a parlé, donc de nouvelles mesures de résultats aussi qui sont pertinentes. C'est aussi, en fait, être capable de se comparer. C'est là que je dirais que l'unité et que la recherche arrive le plus. Ce qu'on appelle la recherche comparative. Dans le fond, on apprend aussi en se comparant,
en faisant des études observationnelles ou en faisant des études comparatives, des études en contexte réel. C'est très riche et ça nourrit, au-delà de regarder sa pratique, comment on peut comparer des nouvelles façons de faire pour finalement apprendre des déviants positifs. Et c'est souvent de là que vient l'innovation. Donc le système de santé apprenant, il ne fait pas que s'évaluer pour s'améliorer. Il s'évalue pour voir s'il n'y a pas des innovations, des nouvelles façons de faire porteuses qui deviennent source de nouvelles manières de faire et de recherche. Évidemment, ça veut dire d'être capable de soutenir le changement de comportement. Et il y a toute la dimension des patients. Quand on parle de système de santé apprenant, les patients font partie prenante car on va apprendre de leurs données. Ça crée un besoin d'une nouvelle gouvernance sur les données qu'on génère et qu'on va gérer ensemble. Et bien sûr, une nouvelle éthique même de la recherche, en fait, quand d'emblée, toutes les données qui sont générées par ce qu'on fait peuvent être utilisées. Donc, c'est ça le système de santé apprenant dans sa complexité. Et c'est là que l'unité soutient, c'était le dessin que je voulais quand même vous montrer, qui était en fait notre façon actuellement de visualiser d'abord notre mission et comment nous, communauté, on peut soutenir d'abord, je pense ici, ce qu'on a senti aujourd'hui, c'est l'aspiration de tout le monde qui est ici, d'être dans un système apprenant qui peut générer des données et apprendre. Et donc, ce système apprenant vient des besoins des patients, des cliniciens qu'on peut connaître, de la recherche en contexte réel, des données probantes qui transforment les pratiques, on évalue et là, la boucle est là. Et dans le fond, l'unité, avec sa configuration, en faisant des développements méthodologiques sur l'accès aux données, en travaillant avec vous sur les DME, peut vous aider je vais faire apparaître donc on va les faire par exemple, au niveau du soutenir le changement, on a parlé des agents de la qualité que le ministère est prêt à investir maintenant dans les GMFU. On est en train de travailler avec Réseau 1 pour voir, donc, est-ce que nous, on pourrait, par nos ressources pour soutenir le changement, faire un effet de levier et, dans le cadre de projets d'amélioration ou de recherche avec des données, pouvoir soutenir avec en investissant une capacité de transfert et une capacité de changement avec vous. On peut aussi travailler avec vous, et on a commencé à le faire, on avait même un lunch là-dessus, pour voir comment on peut travailler, là, après ce qu'on a tout ce qui se fait avec les DME, pour soutenir ce développement puis ce travail pour extraire les données pour des fins d'évaluation, mais aussi de réflexion, d'apprentissage, puis éventuellement d'innovation. Une chose où on peut vraiment faire une différence, c'est l'engagement des patients. Vous le voyez, le partenariat des patients. L'unité a investi et est en train de développer 4 antennes dans chaque RUIS, dans chacun de nos RUIS, des antennes avec des sous qui sont investis pour développer la capacité d'avoir plus de patients dans chacun de vos RUIS et de vos réseaux pour vous aider à travailler. Donc, ça commence aussi, vous allez en entendre parler. Et on est en lien avec Réseau 1, puis Christine Loignon, ici, est responsable de l'antenne de Sherbrooke. Alors, on est en train de faire des investissements très concrets pour soutenir l'engagement des patients. Et bien sûr, par les méthodes, je vais parler des PROM, il y a plein de développements méthodologiques qu'on peut aider. Et c'est ma conclusion, c'est la convergence. Alors, oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Moi, ce qui me semble important, c'est d'arriver à aligner cette convergence. On peut se mêler, mais on peut s'éparpiller aussi. Et de voir comment on peut, des investissements que l'unité peut faire, de ce que le ministère peut faire, de ce que l'INES peut faire, et de toute l'énergie, en fait, que vous avez, comment on peut identifier quelques projets porteurs qu'on pourrait soutenir et avec lesquels on pourrait travailler collectivement en investissant à la fois des fonds de recherche, des fonds du réseau. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais évidemment, ça doit aussi être quelque chose qui est pertinent pour vous, je vous regarde, parce que c'est vous les cliniciens, les rappels. Il faut que ça émerge des patients qui sont maintenant dans les rappels, des projets qui font du sens et qui sont porteurs pour vous. Et puis, j'ai été très touchée par Michel qui a dit, j'ai beaucoup aimé la présentation de Michel Rigaud. D'abord, il faut décider. Il faut décider qu'on veut se mesurer. Il faut décider comme médecin que je veux me mesurer. Il faut qu'on décide comme groupe qu'on veut. Il faut décider. La décision est la nôtre. Par contre, ce qu'on voit avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a des gens qui décident, finalement, ils y arrivent. Alors, je pense que si on décide, ça nous appartient de décider. Il y a beaucoup de possibilités après ça de se mettre ensemble pour vraiment se donner vie à à ce système de santé. Merci beaucoup. Contrairement à votre Dominique, je ne peux pas parler
présenter son diapo. Je fais partie de ces personnes qui réfléchissent en regardant des diapositives. Bon, j'essaie quand même un peu. Donc, je vais vous présenter principalement les 3 propositions qui ont émergé de la réflexion qu'on avait là, sur comment générer une première ligne apprenante, la perspective qui vient du Collège québécois des médecins de famille. Pour mettre les choses un peu en contexte, c'est quoi les gens se demandent, vous êtes qui vous? Essentiellement, une association qui est la branche provinciale du Collège canadien des médecins de famille et une organisation non syndicale par définition. Donc, c'est un peu notre caractère distinctif. Donc, si on remet en contexte un peu la commande qui a été faite par Ginny dans une équipe, Ginny and Team, c'était donc de trouver des façons de soutenir un système apprenant et de générer de l'information sur ce qu'on fait afin d'éclairer nos choix. Puis c'est vraiment à partir de là que je suis partie un peu pour vous présenter ces 3 propositions-là. Et la prémisse, ce serait essentiellement que nécessairement, on a peut-être intérêt à se trouver une vision commune. Puis je crois que déjà un peu implicite. Je pense qu'on l'a déjà, mais on va lui donner un nom. Et de déterminer aussi un langage commun qui va nous permettre un peu de parler la même langue à travers cette vision-là, qui permettre de l'étudier, etc., etc. Proposition numéro 1, donc. Le Centre de médecine de famille a été mentionné ce matin par le Dr. Fréjot. Donc, la vision qui a été définie par le Collège canadien des médecins de famille, maintenant on a rendu... les premières propositions étaient en 2009, la version officielle 2011, donc à peu près 5 ans qu'on la roule, et on est rendu à la 2e itération. On va faire donc Centre de médecine de famille 2.0 cette année. Donc des travaux en cours, et les gens, moi je dis souvent, c'est un peu comme un GMF 3.0 ou un GMF+, ou GMF avec option, c'est comme vous voulez, mais c'est la version avancée. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on parlerait du CMF, du Centre de médecine de famille, alors qu'on a déjà des GMF qui vont très bien, qui sont déjà des modèles d'excellence très intéressants? La vision, elle est construite sur 10 piliers. Et c'est là où vous allez voir les nuances. La vision propose d'abord avant tout sur des soins centrés sur le patient, et j'ose espérer que dans la version 2.0, on va monter sur des soins en partenariat avec le patient. C'est définitivement la prochaine étape. Mais bon, en 2009, on n'était pas rendu là. Donc, il faut se donner un peu de temps. Médecin de famille personnel, déjà quelque chose qu'on a dans le modèle GMF qui est en place à travers l'inscription des patients. Soins donnés par une équipe, encore une fois, une vision qui est un élément qui est déjà présent dans le modèle GMF. Accès en temps opportun, donc déjà en 2009, le CMFC était déjà en train de parler de ça. On en est bien heureux que 7 ans plus tard, on finit par parler d'accès adapté et autres manières d'avoir des soins en temps réel. Soins complets globaux, on a parlé beaucoup de trajectoire de soins, cette notion-là qu'un patient ne devrait pas avoir à faire 8 places différentes pour avoir les soins dont il a besoin. Il devrait être capable d'avoir ça de manière relativement efficiente, relativement idéalement sous le même toit, sous le même centre de médecine de famille. Continuité des soins, améliorer vraiment les soins avec la même personne, la même équipe, à tout le moins. Dossier électronique, médico-électronique, évidemment, on le sait, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Éducation et information, donc évidemment, un centre de médecine de famille prévoit ça, built-in, déjà dans le modèle. Ce serait déjà présent, qu'on y ferait de l'enseignement, qu'on y ferait de la recherche. Un système qui va nécessairement être soutenu par le soutien extérieur, interne et externe, et un système qui va aussi, un centre de médecine qui va s'évaluer, s'auto-évaluer idéalement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on propose d'aller de l'avant avec le CMF comme vision unificatrice ou vision qu'on adopterait. Puis une vision, c'est une vision, hein, c'est pas un modèle. C'est ce vers quoi on tend. Ça n'a pas besoin qu'on s'appelle tous un CMF dans la vie, mais tant qu'on est un peu en train d'adhérer à cette vision-là. Je vous dis juste plus spécifiquement les éléments qui distinguent. Donc, on a vraiment parlé du pilier 1, qui est l'élément, je crois, sur lequel il faut vraiment qu'on mise un peu plus, les soins centrés sur le patient, mais évidemment, patient partenaire, comme je l'ai écrit. Je me suis permis un petit clin d'œil sur le pilier 3, les soins en collaboration, parce qu'on travaille au collège actuellement sur une initiative qui s'appelle e-consultation. Et je voulais aller chercher, aiguiser l'intérêt de certaines personnes dans la salle pour faire des partenariats de recherche, mais c'est beau, j'ai déjà fait mon réseautage pendant du temps, je fais que je vous en parle pas plus. Et je vous amène sur pilier 8, pilier 10. Il y a d'autres piliers vraiment très intéressants. Comment on fait donc pour amener la recherche, l'éducation à l'intérieur des centres de médecine de famille. Dans une UMF, c'est un peu intuitif parce que c'est ce qu'on fait, une unité de médecine de famille, véhicule d'enseignement. Mais dans un GMF, qui était sur le coin de la rue, c'est peut-être pas aussi intuitif. Et évidemment, quality improvement ou l'amélioration de la qualité dans les piliers 10 d'amélioration. Proposition 2, si on s'entend sur la vision, si on dit OK, on va parler centre de médecine de famille à peu près à partir de maintenant,
comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer? Et là, encore une fois, on pourrait se doter de l'outil d'auto-évaluation comme langage commun. Alors, je vous le présente. L'outil d'auto-évaluation, c'est un outil en ligne qui existe déjà, qui a déjà été créé, qui a 59 questions. Page numéro 1, vous allez sur patientmedicalhome.ca, vous cliquez sur auto-évaluation, que voici, et voilà, vous commencez votre auto-évaluation. Ce que je vous montre la première page du questionnaire, essentiellement un questionnaire, là c'est le pilier 1, donc justement, est-ce que ma pratique elle est centrée sur les patients pour de vrai? Puis vous pouvez voir la 6e question, les patients participent à la planification et l'évaluation continue des services fournis sur la pratique. Donc, moi j'avais scoré 1 parce qu'on ne faisait pas encore ça chez nous, mais donc ça nous permet de se donner une idée d'où on en est. Et à la fin, l'outil d'auto-évaluation nous donne un score, nous en tant que clinicien, ou nous en tant que gestionnaire d'une pratique, pour dire, en passant, Maxime, chez toi, tu es à peu près à 60% d'alignement avec la vision du centre de médecine de famille. Voici les domaines dans lesquels ça va pas se faire. Moi, c'est les DMI, ce qui me surprend énormément. Je ne sais pas comment je l'ai pondu, mais anyway. Et voici les domaines en rouge où tu pourrais t'améliorer dans l'organisation de tes soins dans ta clinique chez toi. Alors, pourquoi je crois que ça peut être un excellent langage commun, ce qu'on pourrait tous adopter? 10 sections, 59 questions, ça se répond en 20 à 60 minutes. 60 minutes quand on est une équipe, 20 quand on le fait tout seul en solo. Déjà 400 médecins au Canada qui ont travaillé avec cet outil-là. Il y a une capacité de recherche imbriquée dans la bébite. Donc, il y a des données qui sont collectées, stockées et qui vont être agrégées par le collège de manière anonyme, mais on peut le faire par province, on peut le faire par milieu. Et il y a une capacité de faire du développement professionnel continu. Donc, non seulement il y a le système, mais il y a les médecins dans le système qui, eux, doivent être en amélioration continue eux-mêmes. Et ils peuvent faire un lien entre leur auto-évaluation, leur pratique réflexive et aller chercher les mêmes infos qui sont des crédits de formation médicale continue. Donc, un système très intéressant comme langage commun. Troisième point, ou troisième proposition, nous, on a l'impression que dans ce grand projet-là, qui est très stratosphérique quand on parle avec Antoine et avec Denis, de créer une première ligne apprenante, dans le concret, si on veut amener cette accélération-là de culture, il y a peut-être un intérêt à se tourner vers les unités de médecine de famille ou les GMFU, les groupes de médecine de famille universitaires, qui ont déjà, par l'intérieur de leur nature, font déjà de l'enseignement et, par essaimage de leurs gradués, peuvent aller entraîner une transformation de la première ligne au complet. Donc, c'est une hypothèse qu'on propose, à savoir si elle sera vérifiable, ça, je laisse ça entre vos mains expertes, mais on ose croire qu'il y a peut-être quelque chose là d'intéressant à regarder. Alors voilà, merci de votre attention et au plaisir d'en parler. C'est beau, hein? Alors, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur d'avoir pensé à inviter quelqu'un de la fédération. Je vous avertis tout de suite d'aller être déçu, ça ne sera pas un discours très syndicaliste. Je vais commencer d'abord par vous partager une petite anecdote, surtout pour les patients partenaires dans la salle. Il faut que vous sachiez que j'ai utilisé pendant 6 ans de façon très intensive un dossier médical électronique qui m'évaluait tous les jours sur ma performance. Et je m'étais rendu compte que dans la cessation de tabac, je n'avais qu'une efficacité de 30% pour convaincre mes patients de cesser de fumer. Alors je m'étais dit un matin, en commençant mon bureau, que mes patients allaient passer un très mauvais quart d'heure. La première patiente qui rentre, elle avait 5 problèmes dans son agenda. Hein? On appelait ça, nous autres, l'agenda du patient, dont celui qu'elle fumait. Dans les 4 autres problèmes, elle avait atteint ses cibles, mais pas dans l'arrêt tabac. Moi, je voulais améliorer ma performance. Elle nuisait à ma performance. Alors, là, j'ai une bulle qui est venue dans mon cerveau. J'ai dit, je vais lui traduire ça, qu'elle nuit à ma performance. Peut-être que là, ça va venir par amour pour son médecin de cesser de fumer. Mais savez-vous qu'est-ce que ça a été sa réponse? Ça va vous faire réfléchir à comment on évalue ça, là, la qualité de la pratique. Elle dit, docteur, moi, j'ai pas été longtemps à l'école. Puis j'avais toujours des mauvaises notes. Vous venez de m'annoncer que j'ai 80%. J'ai atteint 4 de mes 5 cibles. C'est merveilleux.
Comment on consigne ça au dossier à ce temps-là? Non, je tenais à vous le transmettre parce que c'est complexe de mesurer une qualité de pratique. Puis je pense que l'angle de prise qu'on a utilisé dans le projet d'Avinci était vraiment de partir autour de beaucoup de considérations qui gravitaient et qui naissaient des priorités de la clientèle. Puis nous, on avait à s'ajuster. Puis cette anecdote-là, je me la rappelle et remémore régulièrement. Alors, je mets mon petit chapeau avec le mot cul. Ça fait 6 semaines que je suis arrivé dans cette organisation-là. Ils ont créé un poste. On s'est entendu que dans les mois qui vont suivre, je vais tenter d'animer une réflexion au sein de la fédération pour tenter d'être beaucoup plus proactif dans certains secteurs d'organisation de la pratique. Je suis un de ceux qui pensent qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire différemment et qu'on pourrait faire surtout en collaboration. Donc, la mesure de l'évaluation de la qualité de la pratique et de l'autoréflexion est quelque chose d'intéressant. J'y ai travaillé pendant plusieurs années et je vais vous partager les préoccupations terrain. C'est des informations que j'ai ramassées dans les dernières années et je crois qu'il va falloir quand même en tenir compte. Alors, les voici. On parle beaucoup du dossier médical électronique. Il y a encore aujourd'hui au Québec 1800 médecins qui ne sont pas utilisateurs de dossiers médicaux électroniques. Donc, on est à essayer de faire le portrait de ces non-utilisateurs-là. Parce que le Collège des médecins du Québec, dans son nouveau règlement, demande à ce que d'ici 3 ans, 100% des médecins utilisent un dossier médical électronique. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie à regarder le portrait puis mettre les leviers qu'il faut pour continuer à faire migrer les médecins vers l'adoption du dossier médical électronique. Une préoccupation qui revient régulièrement, c'est le nombre important de fournisseurs au Québec. On est rendu à 9 fournisseurs homologués. Je reçois régulièrement des courriels de médecins qui sont mécontents. Certains fournisseurs commencent à devenir délinquants par rapport aux normes d'homologation. Et puis surtout, la facturation qui est faite aux médecins lorsqu'ils tentent d'extraire de la donnée. Alors ça, c'est une préoccupation qu'il faut prendre en compte. Des inquiétudes aussi, il y en a au niveau des indicateurs. Vous suivez les médias comme moi, on est dans des indicateurs de type volumétrique actuellement avec incidence quelquefois incitative, d'autres fois coercitive. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de politique, mais disons qu'il y a des mots qui ne sont pas très vendeurs pour mobiliser les médecins du terrain. Le mot performance peut être sujet à beaucoup d'interprétations. Et je vous dirais que les quelques présentations que j'ai faites où j'ai osé parler de pertinence clinique, je me suis fait ramasser en me disant que j'essayais de contrôler la pratique. Donc, vous voyez ici, il y a tout un langage clair qu'il faut développer, toujours mettre les médecins en consultation sur les indicateurs qu'on veut déployer et quels en sont les objectifs recherchés. Le timing, ah oui, le Collège des médecins du Québec, je vais utiliser quelque chose que le Dr. Préjean a mentionné, que je trouve une perle, c'est la mesure de la pseudo-qualité. Quand on utilise un dossier médical électronique avec gabarit, on peut avoir l'air bien bon. Ça peut avoir l'air des belles notes en rétrospective. Mais est-ce vraiment, je vais être un peu cinglant, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé pendant la rencontre? Puis est-ce que c'était pertinent d'utiliser ce type de gabarit-là aussi pendant la rencontre? Je pense qu'ici, s'il y a des professeurs en unité d'enseignement, vous avez implanté un dossier médical électronique avec gabarit, vous avez dû vous apercevoir, des fois, les résidents, et probablement certains médecins, regardent beaucoup l'écran et ils mettent beaucoup d'énergie à remplir le gabarit. Il faut que le questionnaire soit complété comme il m'apparaît à l'écran. Et ça va être un enjeu majeur dans la mesure de la qualité. Bon, le timing du déploiement de l'approche réflexive. On s'entend-tu qu'actuellement, pour l'année 2016-2017, c'est peut-être pas la première préoccupation des médecins du terrain. Donc, actuellement, écoutez, autant la loi 10 que la loi 20, les gens ont beaucoup perdu leur repère au niveau des gouvernances existantes, que ce soit DRMG, C3S.
Donc, il faut tout rebâtir ces repères-là pour être capable, après ça, de les mobiliser. Dégager du temps de réflexion, quand dans le fond, la commande actuellement, c'est beaucoup d'inscrire la clientèle et d'y être accessible là aussi.